La conquête de l'espace numérique est aujourd'hui une réalité. Le nombre d'ordinateurs, de smartphones et d'objets connectés est en croissance constante et exponentielle depuis des années. Demain, ce seront plusieurs dizaines de milliards d'objets intelligents qui seront connectés. Autant d'adresses IP qui sont donc devenues dès aujourd'hui un terrain de chasse potentiel pour les criminels qui exploitent le cyberespace. Le numérique irrigue l'ensemble des activités humaines et des secteurs d'activité économique. Agriculture, santé, finances et autres, personnes physiques ou morales, voient leur quotidien impacté par la croissance numérique. La détection et la capacité à réagir aux cyberattaques en mettant en œuvre des mesures défensives et offensives utiles et adaptées devient un enjeu majeur, sociétal et incontournable. Pour cela, une meilleure appréhension du cyberespace passe par une réelle stratégie de défense et de sécurité, d'action et d'information des pouvoirs publics, des entreprises et des particuliers. Bonjour, bonjour, bienvenue, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Michel Picot, je suis journaliste à BFM Business. Je suis très heureux d'être là. L'année dernière, j'avais eu le plaisir également d'animer cette plénière d'ouverture et déjà on avait constaté une progression spectaculaire du nombre de cyberattaques dans le monde. Alors aujourd'hui, si on parle de cybercriminalité sur le plan économique, on parle de centaines de milliards de dollars de dommages. Et encore, je n'arrive pas à avoir un chiffre précis. Et puis ces derniers jours, on l'a vu, après les terribles événements que nous avons tous vécus, eh bien, le nombre d'attaques s'est amplifié. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler durant ce FIC. Alors dans ce contexte, faut-il réinventer la sécurité? Eh bien, nous allons en parler tout de suite et je vais demander à Guillaume Poupard de venir me rejoindre sur scène. Je vais demander également à Gérard Berry de venir, Jean-Michel Orozco, Franck Grévry et Guy-Philippe Goldstein. Merci de venir me rejoindre sur scène. Installez-vous. On va faire une plénière assez rapide. On a un discours tout à l'heure du ministre Cazenave. Monsieur Berry est arrivé ou pas? Peut-être. On va me faire signe, on va me le dire. Il est là, me dit-on. Il arrive. Prenez votre temps, venez vous installer. On va faire un petit tour de table, si vous êtes d'accord, pour commencer, juste pour voir cette question, comment vous l'appréhendez. J'en profite pour vous dire, et vous pouvez le constater, vous pouvez tweeter durant cette conférence, autrement dit, poser des questions si vous le souhaitez, réagir à ce qui sera dit. Et lorsque vous faites votre tweet, vous n'hésitez pas à noter @Paul, P-O-2-L, vous respectez l'espace, FIC 15, c'est sur l'écran, vous n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Guillaume Poupard, je vais commencer avec vous, directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Faut-il réinventer la sécurité? Je pose la question directe. Faut-il la réinventer? Il faut simplement que la sécurité suive l'évolution des usages. La courbe que l'on vient de voir montre que le monde qui nous entoure est un monde en constante évolution. On a une explosion du numérique, c'est une évidence que de le dire. Et la sécurité, elle est là. Je vais aller tout de suite au fait. Elle est là pour permettre cette évolution du numérique. Elle n'est pas là pour l'empêcher, bien au contraire. Donc d'une certaine manière, c'est une réinvention, en effet, mais permanente. C'est-à-dire une invention permanente, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une évolution pour faire Une évolution très rapide. Une évolution très rapide. On va parler un petit peu de ce qui nous attend et comment elle va se réinventer ou évoluer, du moins cette sécurité, dans les prochaines années. On parlera aussi de l'ANSSI et de vos actions actuellement en termes de cybersécurité. Je crois que l'agence est particulièrement vigilante, je dirais plus que jamais peut-être en ce moment. Vous nous en direz deux mots. Gérard Berry, informaticien, professeur au Collège de France, médaillé d'or CNRS, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je vais commencer également par cette première question, qui est le thème de cette conférence. Faut-il réinventer la sécurité selon vous? Ouais, il faut la réinventer, non. Il faut comprendre. On a eu un énorme problème en France historique
qui est que la pensée des gens est vraiment organisée autour de matière et énergie. Toute l'industrie française a été organisée autour de matière et énergie. L'information et l'informatique ont été très largement ignorées au XXe siècle dans notre pays. Or, l'information, c'est un levier extraordinaire. Moi, je pensais, quand j'étais petit, en termes de sécurité, il y avait la guerre froide, on nous parlait de mégatonnes de TNT. Je me disais, quelle que soit la puissance de la bombe, des fasse 5 ou 10 mégatonnes ou 100 mégatonnes, de toute façon, il faut 3 bits pour la lancer, pas plus. Donc le levier de 3 bits est beaucoup plus important que le tout levier physique. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et l'information, ce n'est pas quelque chose, alors hormis des domaines comme le renseignement ou l'armée, où c'est bien sûr fait depuis longtemps, l'information n'est pas du tout quelque chose qui est dans la mentalité des gens actuels. Et j'en travaille avec des parlementaires, par exemple, sur des problèmes de sécurité. Et ce sont des gens d'extrêmement bonne volonté, mais qui ont une culture proche de zéro sur le sujet. Ça veut dire qu'il y a encore un énorme travail de sensibilisation, selon vous, d'explication. Oui, ça veut dire que si on transpose les raisonnements qu'on fait ailleurs, par exemple en matière et en énergie, si on les transpose dans l'informatique et sa sécurité, eh bien, ils ne sont pas valables, simplement. Donc, il faut les changer. Bon, ben on va voir comment. Mais ils existent. On va en parler tout à l'heure. On va poursuivre ce tour de table. Avec vous, Jean-Michel Roscoe, bonjour. Président d'Airbus, Défense Space Cybersécurité. Alors, je vais vous la poser, cette même question, puisqu'on va faire un petit peu un tour de table. Il faut la réinventer, cette sécurité? Non, je ne crois pas. Je crois que, comme le disait Guillaume Poupard, ce qui est important, c'est de coller à l'évolution de la menace. C'est-à-dire qu'il faut être en perpétuelle adaptation. On ne doit pas faire, de mon point de vue, un Big Bang en matière d'invention. Par contre, ce qui s'impose à nous, c'est une adaptation perpétuelle, rapide. Il faut être force d'innovation dans ce domaine-là, si l'on veut être capable de suivre l'évolution de la menace. On a affaire à des développements technologiques qui sont exponentiels, on l'a vu tout à l'heure, en nombre d'objets connectés. Et donc, de plus en plus dans le futur, c'est un monde extrêmement ouvert dans lequel on évolue et qui sera, à l'avantage des attaquants. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'il faut inventer, quand même. Peut-être quelque chose qu'il faut inventer, c'est le financement. C'est-à-dire parce que, en fait, on reviendra tout à l'heure certainement sur le sujet. Je pense qu'on peut décemment considérer qu'il y a une première prise de conscience. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en débattre ultérieurement. Mais prise de conscience ne veut pas encore dire mise en place des financements, notamment dans les industries, dans les opérateurs d'importance vitale, dans les organisations publiques. Il n'y a pas de, comme disent les Anglais, il n'y a pas de free lunch là-dedans, ça va coûter de l'argent, un petit peu d'argent. Ouais, donc on n'a pas encore compris que... Enfin, on a peut-être saisi l'importance. Je pense qu'on a compris, mais on n'a pas encore pris les bonnes décisions. On n'a pas encore pris les bonnes décisions. Franck Grévry, bonjour. Directeur général des activités cybersécurité Sogeti Capgemini. Bon, allez, on va commencer par la même question, et puis après on ira un petit peu plus loin, parce que ce qui nous intéresse, c'est effectivement quelles sont les évolutions. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette question ? Alors, je ne pense pas qu'on ait totalement réinventé la cybersécurité, mais on l'a sérieusement adaptée ces dernières années. Donc, j'aurais un point de vue un peu différent. Faut se rendre compte que ces dernières années, il y a eu une évolution profonde des systèmes IT, des systèmes industriels. On n'est plus du tout dans le même monde. Les 3 dernières années, il y a eu tellement de révolutions dans les systèmes IT qu'on ne peut plus faire de la cybersécurité aujourd'hui comme on le faisait il y a 5 ans. Ça n'a plus rien à voir en termes d'architecture, en termes d'approche. Donc je pense qu'il y a un véritable changement dans ce domaine. Il y a un deuxième changement qui me semble fondamental, c'est par rapport à ce qu'on a connu avec Jean-Michel ou Guillaume il y a quelques années. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées, ça c'est certain et tout le monde le sait, mais surtout, il y a une connaissance de la part des hackers des systèmes cibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le système, ils ont une capacité à remonter, à naviguer dans le système qui est beaucoup plus forte que ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc on doit avoir une action dans le domaine de la sécurité une fois que la personne malveillante est au sein du système. Oui. Et ça, c'est quand même un vrai changement. Ouais. Mais à vous entendre, on va le développer tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a une part de techno, puis il y a une part de comportement. J'aimerais bien qu'on essaie de trouver le juste équilibre, le mix qui va bien. Je voudrais vous présenter Guy-Philippe Goldstein, bonjour. Bonjour. Consultant, écrivain. Je vais compléter la question peut-être un peu initiale parce que c'est un terme que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Attention, on ne va pas rentrer dans des termes anxiogènes, mais on parle de réinventer la sécurité et la presse titrait récemment encore « Sommes-nous à l'aube d'une 3e guerre technologique ?» dirais-je. Ces derniers jours, on a parlé d'une vague de cyberattaques sans précédent en France. Moi, je veux bien, ça fait plusieurs années que je parle de cybercriminalité au cours de conférences ou même à la radio.
et j'ai le sentiment que ça progresse toujours. Alors oui, ça progresse. Alors juste sur la question des cyberattaques, il faut faire très attention aux termes qu'on utilise. Une guerre, c'est quelque chose où il y a un nombre significatif de morts, où il y a des destructions industrielles importantes. Lorsqu'il y a des effets de cyber-djihadisme, comme on vient de le voir avec des défacements de sites web, on est évidemment très très loin de ça. Il faut faire attention à ne pas s'emballer et à bien choisir les termes. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, il y a une question intéressante parce que la technologie évolue extrêmement rapidement. On est dans des effets d'accélération avec des vagues nouvelles qui vont arriver, en particulier autour des objets connectés autonomes, à savoir la robotisation de nos sociétés. Et ce qui risque d'ailleurs probablement de réduire le coût de réaliser des attaques dites cyberphysiques. Et à côté de ça, effectivement, cela pose des questions en termes doctrinales, de réinvention de la manière de penser la cyberdéfense. On a évoqué au cours de la guerre froide les doctrines de destruction mutuelle assurée. Elles sont malheureusement a priori inopérantes lorsqu'on parle de ce domaine cyberphysique, tout simplement parce que quand on envoie un missile nucléaire, on sait a priori qui l'envoie et on arrive à comprendre plus ou moins les effets. Et évidemment, ce n'est pas du tout le cas dans des attaques cyberphysiques. Et ça pose des questions assez fondamentales, à savoir qui attaque et qu'est-ce qu'on essaye de faire. Ouais. Juste pour rebondir là-dessus, Guillaume Poupard, le ministre de la Défense a annoncé quand même, c'est juste pour une situation et un état des lieux, après on va passer vraiment sur l'innovation, le ministre avait annoncé la création d'une 4e armée pour lutter contre... alors on ne va pas rentrer dans les termes guerriers encore une fois, mais ce terme est assez fort quand même, ça veut dire qu'il y a une véritable prise de conscience au niveau de l'État et de la Défense sur ces questions-là. 4e armée aux côtés de l'armée de terre, de l'air et la marine. Oui, une 4e armée, c'est pas à moi de commenter ce terme. Ce que ça traduit, c'est quelque chose de très important, c'est que le cyberespace, tout ce qui est cyber en général, devient aujourd'hui une réalité, y compris pour les forces armées. On ne peut plus conduire d'opérations sans prendre en compte le cyber et pour s'en protéger et éventuellement pour l'utiliser à notre avantage. Et c'est exactement ça que le ministre promeut. Et en ce sens-là, ça me paraît du bon sens. Après, est-ce que cette 3e guerre est déclenchée ? Je suis assez prudent également sur ces termes-là. Une guerre, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose où il y a des morts. On n'y est pas aujourd'hui. S'il y a une guerre déjà engagée, elle n'est certainement pas avec les cyber-djihadistes qui défacent des sites non protégés. On est vraiment dans je dirais pas un non-événement, mais enfin certainement pas à la hauteur de ce qui a pu être dit dans certains médias. Par contre, pour élargir un tout petit peu le débat, cette guerre, elle est probablement ouverte en termes de maîtrise des données, de maîtrise de l'information, de maîtrise des données personnelles, qui était un sujet extrêmement grave, sur lequel il ne faudrait pas se réveiller, même dans peu de temps, en se rendant compte qu'on a loupé quelque chose. Ouais, effectivement. Tiens, en parlant de réinventer, on parlait de l'aspect humain sur ce tweet et pour la formation universitaire WhatsApp. Autrement dit, ça serait peut-être intéressant. Vous parliez, vous, Gérard Berry, de culture finalement, de cyberculture ou de culture à la cybersécurité. Ça serait peut-être pas intéressant aussi de commencer peut-être à la formation universitaire, mais peut-être même avant, auprès des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, de leur faire comprendre les risques qu'ils encourent. C'est pas ça aussi réinventer la sécurité ? C'est pas que pour la cybersécurité, c'est pour les cyber n'importe quoi, puisque à l'heure actuelle, un étudiant arrive au bac en ayant fait exactement 0 seconde d'informatique, ce qui est quand même pas beaucoup par rapport aux besoins qu'il aura après dans sa vie, vu qu'il passera sa vie à être connecté à l'informatique, mais aussi au cyber. J'insiste beaucoup sur les objets cyberphysiques parce que ce sont des choses très importantes. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais on n'est plus que dans la sécurité des données, on est dans la sécurité des personnes directement. Par exemple, une fac américaine a montré qu'on pouvait prendre le pouvoir sur 50% des pacemakers aux États-Unis avec une simple télécommande. Là, prendre le pouvoir sur un pacemaker, ça veut dire qu'on agit sur la physique des gens, et assez violemment en plus. Donc, c'est très important. Alors, le rapport, cette formation intellectuelle, oui, elle est indispensable. La plupart des dirigeants français ne savent pas comment fonctionne un système cyber, quel qu'il soit, un système de données, ils ne savent pas. Et il y a autre chose qui n'est pas très connue, mais qui est fondamentale, c'est qu'il y a une liaison très forte entre sûreté et sécurité. C'est-à-dire les trous de sécurité sont très, très, très souvent, la plupart du temps, des tout petits bugs. Des tout petits bugs apparemment anodins dans des systèmes que les gens qui fabriquent les systèmes et surtout les gens qui les commandent ne s'intéressent pas à ça, des bugs non fonctionnels typiquement, et c'est par là que les hackers rentrent.
Et ça peut être extrêmement violent. Et il y a des gens qui pensent que certaines marques de machines sont mieux protégées que d'autres. Pas du tout. Il y a des bugs dans tous les coins et malheureusement, les hackers sont extrêmement forts. La grande différence entre la sûreté et la sécurité, par exemple, la sûreté, c'est montrer qu'il n'y a pas de bug dans un Airbus. Bon. Et la sécurité, c'est montrer non seulement qu'il n'y a pas de bug dans un Airbus quand il fonctionne normalement, mais quel que soit l'attaquant qui le fait fonctionner pas normalement. C'est beaucoup plus difficile. Bon, on a des techniques pour faire ça, j'en parlerai plus tard peut-être. On va parler de la technologie. Je voulais qu'on s'arrête effectivement sur l'aspect Oui. humain par rapport à ce tweet. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'on est tous, quelque part, un peu responsables de cette sécurité, tous un peu acteurs. Vous en pensez quoi, Guillaume Poupard? C'est absolument essentiel. Ce qu'il faut, c'est vraiment apporter le bon niveau de maîtrise aux bonnes personnes. Donc il est hors de question de transformer tout le monde en expert de la cybersécurité. Je suis d'accord que quelqu'un qui est Bac+5 dans un métier du numérique aujourd'hui, il est tout à fait possible qu'il ait fait 0 seconde de sécurité dans son cursus. Ça, c'est anormal. Et à l'autre échelle, on voit nos enfants qui sont particulièrement à l'aise avec le numérique. Ça leur est intuitif. Hein, c'est une trivialité que de le dire, mais c'est toujours aussi impressionnant à voir. Par contre, la sécurité, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas intuitif. Donc si le bon niveau n'est pas donné aux bonnes personnes, évidemment, on arrive aux difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais. Sur cet aspect humain, il y a une réaction, d'autres réactions. Guy-Philippe Gostein. Oui, effectivement, l'importance de la prise de conscience au plus haut niveau. Il y a un exemple extraordinaire avec ce qui s'est passé avec Target aux États-Unis l'année dernière, où il y a une attaque, on va dire, de niveau de sophistication moyenne. Il y avait les équipements, il y avait le logiciel, il y avait FireEye qui avait identifié effectivement qu'il y avait une attaque, et la direction générale s'est endormie au volant. Et résultat, ils ont perdu 150 millions de dollars, le CTO a été viré, et un peu plus tard, le CEO également. Donc on voit bien que même lorsqu'on a les outils informatiques, lorsqu'il n'y a pas l'orchestration de politique de sécurité au plus haut niveau, ça ne marche pas. D'où l'importance du facteur humain. Il y a le facteur humain, puis après il y a le facteur technologique. L'idée est d'arriver, j'imagine, à combiner les deux, à être dans un juste équilibre. Il n'empêche, je reviens là-dessus, je suis désolé, mais je constate, alors peut-être qu'elles sont plus médiatiques maintenant qu'il y a quelques années, mais le nombre d'actes de cybercriminalité ne fait que progresser. Vous avez évoqué Target, mais cette année, il y a eu Sony, il y a eu TF1 aussi, etc. Ça n'arrête pas. Moi, je m'interroge quand même. Malgré toutes les technologies déployées, malgré tout le travail de sensibilisation qui est fait, ça n'avance pas. J'ai un peu ce sentiment-là. Alors vous pouvez me dire ça pourrait être pire si rien n'avait été fait. Mais j'ai le sentiment, alors je ne veux pas parler de constat d'échec, attention, c'est pas ça. Mais je veux dire, on a l'impression qu'il y a un coup d'avance là chez les hackers. Franck Grévry, puis Gérard Berry. Franck. Bon, je pense que quand il y a un véritable échec sur la protection d'une entreprise ou d'une administration, c'est quand justement le triptyque entre la technologie, les hommes et les processus n'est pas mis en œuvre, quand il y a une grosse faille. Donc, ce que vous mentionnez, c'était certes un sujet d'hommes, mais c'était surtout un sujet de processus. Il n'y avait pas de processus en place pour réagir. Il ne faut pas compter en période de crise sur le comportement approprié d'un décideur. Ça ne se passera jamais comme ça. Si le processus n'est pas en place, il n'y aura pas de bonne décision. Donc je pense que c'est vraiment ce triptyque qui fait que la sécurité se renforcera dans les années qui viennent. Je voudrais juste revenir 2 minutes sur le sujet de la guerre. Moi, je pense que le mot guerre est trop fort. Oui. En revanche, la guerre de l'information, c'est peut-être pas trop fort, ce terme. Et il suffit d'aller voir le dark web pour voir ce qui traîne comme information dans cet espace du web un peu particulier. C'est absolument impressionnant en termes de contenu sur l'ensemble des entreprises qui sont dans cette salle. On n'est pas dans une situation de guerre, mais la guerre de l'information, c'est certain qu'elle a commencé. Ouais. Et Gérard Berry, vous vouliez intervenir. Oui, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a vécu dans une absence de prévention absolue. Par exemple, dans les années, à la fin du XXe siècle, la plupart des systèmes informatiques ont été fabriqués véritablement à l'arrache, à une époque où on ne se souciait pas des bugs et des trous de sécurité. Et ces systèmes l'ont payé très cher par la suite, ils sont toujours là. Ils l'ont payé très cher par la suite, il suffit de regarder le coût de la remise en forme d'Internet Explorer, dont je ne sais même pas si elle est finie, qui avait été fait très très vite et dans lequel le nombre de... Allô ? Voilà. Oui, par où un hacker pouvait rentrer était tout à fait extraordinaire, mais il y en a plein d'autres. Et tous les systèmes faits comme ça et mal testés sont des bonheurs pour les hackers. Et dans l'industrie, ça se voit, les attaques du genre Stuxnet, etc., rentrent dans des systèmes industriels qui commandent des usines, qui sont maintenant sur Internet, avant ils n'y étaient pas,
et qui n'ont jamais été conçus du tout en fonction de sécurité et dont les bugs sont quand même assez nombreux et permettent aux hackers d'avoir un grand plaisir, si je puis dire. Vous êtes en Donc train de me dire finalement que... c'est le rapport entre la qualité des logiciels qu'on Oui. fabrique, et des matériels d'ailleurs aussi, et les trous de sécurité qu'ils produisent. Il ne faut pas aider les gens qui veulent rentrer dans les systèmes quand même. Mais ça veut dire que les industriels qui produisent du logiciel veulent le produire pour des raisons économiques, tout simplement, et pour aller plus vite, produisent trop rapidement peut-être? Ah ben, complètement. Elle produit trop rapidement parce qu'elle est obligée pour des raisons économiques. Oui. Mais si vous regardez les applis de téléphone, la qualité des logiciels des applications de téléphone, le nombre d'applications est passé en centaines de milliers en quelques années. Ça veut dire que là-dedans, il y a à peu près 90% des trucs qui, au niveau informatique, ne valent pas un clou. Ouais. Et qui peuvent être des bonheurs pour un attaquant. Et ça, Ça, on c'est ne le vrai, sait hein. pas forcément. Je crois que vous voulez réagir. Franck Grévé, enfin tout le monde veut réagir, et puis Jean-Michel Roscoe également. Franck Grévé, puis je vous donne la parole. Alors, juste un point sur la qualité des logiciels. Moi, je suis frappé par les appels d'offres qui sortent. J'ai regardé sur les 12 derniers mois, dans 2 sociétés différentes, 60% des appels d'offres ont des exigences de sécurité. Ça veut dire que 40% n'ont pas d'exigences de sécurité. Donc là, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'on a des clients, en fait, qui aujourd'hui nous demandent de coder des applications sans exigence de sécurité. Alors, on leur propose en option, mais ça veut dire que ce n'est pas encore totalement rentré systématiquement dans les procédures d'appel d'offres, et ça rejoint ce que Jean-Michel disait. Il faut passer à l'action. Hein. C'est bien d'être conscient. Maintenant, il faudrait que dans 100% des appels d'offres, il y ait des exigences de sécurité. La deuxième remarque, c'est que la plupart des attaques aujourd'hui ont lieu sur les applications. Pendant des années, on s'est focalisé sur la protection de data center, mais 80% des attaques sont via les applications. Donc il faut coder correctement, voilà, et tester ces applications. C'est intéressant. Jean-Michel Roscoe, puis je vous donne la parole. Vous voulez réagir? Oui, je crois que sur la partie, pour revenir sur le point que vous évoquiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'éléments, on voit beaucoup d'informations, on a l'impression d'être submergé un petit peu par tout un tas d'événements, de cyberattaques qui viennent de tous bords. Ce dont il faut être conscient, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui remonte à plusieurs années en arrière. On est encore dans une situation où la plupart des industries, excusez-moi peut-être d'être un peu, je dirais, assez direct, mais la plupart des industries sont insuffisamment protégées. Dans certains cas, on est à une certaine prise de conscience. Pour certaines industries, on a déjà mis en place des plans, c'est-à-dire qu'on a déjà mis en place des investissements relativement importants pour mettre en place des systèmes de sécurité. Pour encore la plupart des industries, on est encore au balbutiement de ces plans. Donc les gens ont conscience qu'il faut faire quelque chose, mais ne sont pas encore passés à l'acte. Et je crois que, pour revenir sur le premier thème, est-ce qu'il faut révolutionner la sécurité? Je crois que ce qu'il faut révolutionner, c'est qu'il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. C'est propre à la France? Non, je crois. Enfin, nous, on travaille, je dirais, assez globalement en Europe, puisqu'on a des, ouais, je dirais, des entreprises en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Non, je crois que c'est pas propre à la France. Je crois que c'est une problématique qu'on retrouve un peu partout. Bon, je crois que les pays anglo-saxons, certains pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, sont peut-être partis un petit peu avant nous. Mais d'une façon générale, je crois que tout le monde se réveille avec en face d'un problème relativement important à traiter. Ouais. Il y a un tweet qui est passé, qui est quelqu'un qui vient de rentrer dans l'amphi, qui nous dit, premier mot que j'entends, c'est échec. On ne l'a pas prononcé, hein. On ne l'a pas prononcé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, et je pense que si tout le travail qui a été fait n'avait pas été fait, ça serait peut-être pire. Voilà. Moi, si je peux me permettre de réagir là-dessus, je pense que, enfin, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Je pense qu'il ne faut pas parler d'échec, parce que si on regarde un petit peu ce que l'on a fait depuis 3 ans, on a énormément progressé. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, quand on a commencé à se lancer sur ce marché, quand j'avais mes premiers rendez-vous chez des décideurs de grandes entreprises, les gens découvraient totalement le concept de cyberattaque. Maintenant, c'est rare de rencontrer des gens qui sont totalement vierges sur le sujet. Donc non, je pense qu'il n'y a pas d'échec. Au contraire, on est en mouvement, on progresse, on innove, mais par contre, il y a encore beaucoup à faire. On est au début d'une histoire, et on est au début d'une histoire qui va durer longtemps, hein. Je reviens sur le caractère exponentiel des développements technologiques. Ce sera une lutte sans fin, hein. Une lutte sans fin. Effectivement. Guy Fittgenstein.
Oui, juste un petit commentaire sur ce qui a été dit. Échec, réussite. Si on regarde les chiffres aujourd'hui, il y a une évaluation qui a été faite par le CSAS sur le coût de la cybercriminalité. On serait autour de environ 300-500 milliards de dollars, c'est-à-dire un petit peu en dessous de 0,5% du PNB mondial. C'est beaucoup, mais c'est pas autant, par exemple, que tout ce qui va être le marché de la drogue, entre guillemets. Donc on voit qu'il y a un problème. C'est pas non plus un problème catastrophique, mais il faut faire attention. Il y a deux questions intéressantes autour de ça. Une question qui a été soulevée ici autour, en fait, un petit peu ce que je dirais de propriété du logiciel. Est-ce qu'on est capable de sortir un logiciel qui a été bien testé? Et là, il y a des vraies questions un petit peu systémiques. Il y a toujours un nombre plus ou moins incompressible d'erreurs par 10 000 lignes de code. Il y a des programmeurs qui sont capables d'insérer des easter eggs et donc pourquoi pas autre chose. Et puis après, on a du logiciel qui communique avec de multiples autres couches de logiciels et on voit parfois apparaître des comportements auxquels on ne s'attendait pas. Un des exemples plus frappants, c'est ce qui s'est passé avec le flash crash de mai 2010 sur la bourse de New York, où tout d'un coup, il y a des systèmes de trading automatique qui commencent à se battre entre eux et puis la bourse perd moins 10% en quelques minutes. Donc là, il y a des événements, il y a une nature du domaine logiciel qui sont un petit peu particuliers et qu'encore aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire, entre guillemets, scientifique, on a encore du mal à évaluer. Ouais. Gérard Béret, vous avez mené des travaux sur des nouvelles solutions technologiques, logicielles de protection. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a des clés aujourd'hui qui arrivent peut-être sur le marché, qui se développent ou qui vont peut-être se développer demain? Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, la notion de nombre de lignes de bugs par ligne de code incompressible n'est pas vraie. Et on sait faire autrement. Il existe des techniques qui ne sont pas faciles pour faire autrement. Par exemple, il existe des compilateurs C français mathématiquement prouvés qui n'ont pas de bugs par construction, hein. Et ça, c'est prouvable en vrai. Il existe des systèmes opératoires qui sont prouvés corrects par rapport à leur fonctionnement, pas par rapport à toutes les attaques possibles. Donc ça existe. Il existe une très grande recherche en sécurité à travers le monde qui a deux grandes composantes. La première, c'est la crypto. Alors, la crypto, c'est un très très ancien sujet. Ce sont des mathématiques arbitrairement compliquées, la théorie des nombres, je ne vais pas en parler. La deuxième, qui est moins connue mais beaucoup plus importante en pratique, c'est les protocoles de sécurité. C'est-à-dire les protocoles qui permettent de discuter de façon sûre d'une machine à une autre. Par exemple, SSL, bien connu. Ces protocoles sont prouvés dans le principe à l'heure actuelle. SSL est prouvé dans le principe, mais pas en pratique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une implémentation d'SSL, le virus Heartbleed, l'attaque Heartbleed est sur une implémentation SSL qui était considérée comme une des excellentes. Donc, on travaille aussi sur des méthodes qui permettent de prouver en théorie, c'est-à-dire sur des modèles un peu abstraits, mais pas trop. Et ça, je dirais, en France, on est assez leader, à l'ENS en particulier, avec un système qui s'appelle ProVerif, là-dessus. Et on travaille de plus en plus à rentrer dans la vraie implémentation. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des bons hackers et que ces gens-là sont très importants. Et ça peut être des grands scientifiques, comme par exemple Adi Shamir, le S de RSA, qui est un très grand de la sécurité intellectuelle, je dirais, des maths de la sécurité, mais qui a aussi fait des attaques absolument extraordinaires. Du genre, il a cassé RSA 4096 bits, donc une très grande clé, en écoutant le bruit de l'alimentation de l'ordinateur avec un téléphone portable posé à 50 cm. Ça lui a suffi à casser la clé RSA. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas que des mauvais hackers, il y a aussi des bons hackers qui sont extrêmement importants dans les domaines de sûreté. Et c'est du hack tout à fait scientifique. Il y en a aussi à l'ENS. On est très bon en France sur ce sujet-là. Mais les bons hackers sont très importants pour trouver ce que les mauvais hackers pourraient faire. Ils sont aussi bons qu'eux, rassurez-vous. Les bons hackers sont très importants. Il y avait un point qui était intéressant qui est passé tout à l'heure, c'était faut-il considérer désormais la sécurité comme un atout de qualité dans les produits? Et ça voudrait dire que, est-ce que les concepteurs de logiciels, voilà, le problème ne serait pas de considérer la sécurité comme un critère de qualité? Est-ce que ça ne serait pas finalement un label de qualité? Label, c'est peut-être pas le terme, mais une manière de prouver à l'utilisateur final, au client, etc., qu'on a misé vraiment là-dessus? Dans le domaine des logiciels, donc, si vous regardez le Magic Quadrant Gartner, Sogeti est le leader mondial du test des logiciels, du côté de la qualité. Hein, c'est comme ça que ça a démarré. Et on a associé à ça les tests de sécurité des logiciels, à la fois dans les phases de conception et puis quand les logiciels sont terminés, juste avant l'implémentation dans le système. Donc le lien entre la qualité et la sécurité est total.
Je pense que c'est simplement une extension du concept de la qualité en ajoutant cette dimension sécurité. Tout ça part d'une même suite logicielle de tests, et Sogeti, qui est reconnu comme le leader mondial de ces tests logiciels, a mis ça en œuvre, et je pense que c'est essentiel pour le futur de notre industrie. Mais j'ai le sentiment, je vous donnerai la parole, j'ai un peu le sentiment que la plupart des entreprises n'osent pas parler de ces questions-là, de peur tout simplement d'être victimes. Donc la sécurité, on n'en parle pas, on ne communique pas dessus, on ne dit pas vraiment ce qu'on fait. Quand ça va bien, quand ça dérape, comme on n'a rien dit, on se cache un petit peu. Vous voulez prendre la parole, ça c'est une bonne remarque, je rebondis sur cette remarque et je reviens sur la sécurité des logiciels. Dans le domaine de la cryptographie qui vient d'être cité, pendant des siècles, on a fait de la sécurité par l'obscurantisme. C'est-à-dire que le but, c'est de cacher les méthodes, c'est d'avoir des choses les plus secrètes possibles. Et puis au début des années 70, on s'est rendu compte qu'il fallait faire exactement l'inverse, qu'il fallait publier ces méthodes et concentrer le secret, concentrer ça dans quelque chose de très bien identifié, ce qu'on appelle les clés cryptographiques. Donc ça, c'est une preuve de maturité. Les gens qui aujourd'hui cachent encore la copie, en effet, ce sont les gens qui ne sont pas prêts. Et qui se disent voilà, je vais limiter la casse comme ça en cachant les choses. Mais évidemment, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Le but, c'est d'aller clairement plus loin. Je reviens sur les logiciels. Il y a deux choses. Il y a un autre tweet qui est passé qui parlait de security by design, qui est un terme barbare pour dire que la sécurité, c'est quelque chose qui se pense au départ. Rajouter la sécurité telle la surcouche ou le petit machin qu'on va mettre dans un système qui va apporter la sécurité, ça ne marche pas. Voilà, on y a peut-être cru longtemps, mais on n'y croit plus aujourd'hui. Donc toute la difficulté, c'est de faire en sorte que les gens qui conçoivent des systèmes, qui conçoivent du logiciel, du matériel, des architectures, pensent bien la sécurité dès le départ, même si leur métier n'est pas de faire de la cybersécurité. Les objets connectés ont été mentionnés. On a des startups formidables en France qui développent des trucs vraiment très innovants. Ce ne sont pas des experts en sécurité, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Mais nous, on les alerte sur le fait que, attention, si dans la conception même de ce que vous faites, vous ne prenez pas en compte la sécurité, c'est tout ce que vous faites, tout ce que vous concevez qui, in fine, risque d'être complètement ruiné. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. C'est la première chose. Et l'autre chose, pour garantir, on peut quand même, il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas parler d'échec, surtout pas. On a des tas de méthodes de test, de conception qui permettent d'introduire vraiment de la sécurité dans les développements. On a des langages qui sont prouvés, on a plein de méthodes, on a des règles de codage notamment qui sont importantes à suivre. Et après, on a tout le processus d'évaluation qui est mis en place, qui permet d'avoir des produits avec de vrais labels, pour le coup, des labels de sécurité qui sont reconnus, y compris au niveau international, notamment avec nos amis allemands qui sont présents aujourd'hui, et qui permet vraiment d'apporter à des non-spécialistes de la sécurité des garanties relativement fortes sur la sécurité portée par un produit ou un système. Alors, il nous reste quelques minutes avant le discours du ministre, et je voudrais quand même qu'on aille un tout petit peu plus loin et avoir votre avis sur comment pourrait évoluer, puisqu'on ne va pas la réinventer, mais on va parler d'évolution. Mais il y a quand même une question qui reste incontournable. Le général Vatan-Augouard l'évoquait tout à l'heure, entre liberté et sécurité. Autrement dit, au cœur de la discussion, et peut-être que le ministre nous dira autre chose tout à l'heure, on a parlé de ce fameux Patriot Act à la française. Certains le défendent, d'autres disent non. Moi, j'aimerais bien connaître, est-ce que réinventer la sécurité passe aussi par une nouvelle réglementation ou une nouvelle régulation des libertés sur le web? Je ne vous demande pas de prendre position politiquement, c'est juste une réflexion. Jean-Michel Orozco? Alors moi, en ce qui me concerne, je pense que on ne peut et on ne doit pas restreindre les libertés, c'est évident. Donc la cybersécurité doit prendre en compte je dirais, ce concept de base qui est, de mon point de vue, absolument non négociable. Maintenant, pour revenir sur la question que vous posiez, c'est quoi l'avenir de la cybersécurité? En fait, c'est pas tant d'écouter les gens normaux, c'est pas tant de savoir, de tout connaître sur les gens normaux. C'est, je pense, la clé du succès, la clé de l'avenir, c'est bien connaître son ennemi. Être capable notamment d'appréhender ce qu'on appelle les patterns d'attaque, la façon dont un ennemi va attaquer, la façon dont ils font évoluer leurs attaques. Donc la prise de renseignements, ce qu'on appelle en anglais le threat intelligence, est de mon point de vue fondamental dans l'avenir pour combattre efficacement des gens qui, par définition, sont là pour vous surprendre et qui ont, je dirais, tout le temps et devant eux pour vous surprendre. Mais ça veut dire qu'il faut connaître toutes les attaques. Je crois, si je ne me trompe pas, je crois qu'Obama avait demandé aux entreprises victimes d'attaques de faire une notification d'accident dans les 30 jours qui suivent, ce qui était une manière
Si je me trompe pas, si je dis ça. Connaître les attaques existantes, c'est évidemment un Non, mais ça prérequis. permet Ça, c'est d'anticiper fondamental. peut-être ce qui va. Ce qu'il faut arriver à faire, et le vrai nerf de la guerre, c'est réellement d'être capable d'anticiper sur les évolutions, c'est-à-dire être capable de détecter des signaux faibles, de nouveaux patterns d'attaque, de façon à être capable très rapidement, lorsque un attaquant fait évoluer un pattern d'attaque, très rapidement être en mesure de le stopper et d'upgrader, je dirais, toutes les défenses que vous pouvez avoir chez vos clients quand vous êtes provider de systèmes de sécurité. Je donne la parole à Guillaume Poupard, puis je vous redonnerai la France. Oui, juste une parenthèse. Une parenthèse pour rappeler qu'en France, depuis décembre 2013, la loi impose aux opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire aux opérateurs les plus critiques dans le domaine des transports, de l'énergie, des finances, de notifier ces attaques au Premier ministre, et en pratique à l'ANSSI. Le but, c'est pas de compter les victimes, on n'en est pas là. Mais exactement, c'est de comprendre ce qui s'est passé, de s'assurer que les gens sont bien en mesure de répondre aux attaques qui sont produites, de les aider à qualifier la gravité de ces attaques, mais également d'organiser une sorte de défense collective où quand on a la chance, j'utilise le terme à dessein, la chance d'identifier une victime, ce serait vraiment très dommage de ne pas aller vérifier que les autres opérateurs ne sont pas eux-mêmes victimes de cette même attaque. Donc ça, c'est dans la loi française, là où dans d'autres pays, notamment les États-Unis, on n'est plus dans l'incantation aujourd'hui. Donc il faut signaler pour une fois qu'on est vraiment en tête de ce point de vue-là, notamment dans la défense de ces opérateurs critiques. Vous avez bien fait, j'ai donné les États-Unis. Et j'imagine que là, c'est au cœur de votre activité. En ce moment, je disais, l'ANSSI était plus particulièrement vigilante en ce moment qu'il y a quelques jours peut-être. C'est ça aussi le travail que vous faites? Notre travail est clairement d'identifier les attaques graves. Le défacement d'un site web, une fois encore, ce n'est pas une attaque grave. C'est un graffiti sur un mur. C'est désagréable, ça pose des problèmes de communication, mais ce n'est pas grave. Par contre, il ne faudrait surtout pas que ce bruit généré par ces attaques de faible importance masque finalement des attaques beaucoup plus graves qui viseraient à exfiltrer de l'information sensible, par exemple, quelle que soit l'origine, ou pire encore, à les saboter, notamment des systèmes industriels qui sont technologiquement potentiellement très vulnérables aujourd'hui. Ouais. La création d'un ministère du cyberespace n'est-elle pas désormais une exigence d'État? C'est un tweet, ça vous inspire quoi? On a un ministère de la Défense, on a un ministère de l'Intérieur, on a un secrétaire d'État au numérique. Je pense qu'on est très armé pour faire tout ça. On a une agence interministérielle qui est là pour justement organiser tous ces travaux. On a plein de personnes de bonne volonté. Je pense qu'avec tout ce que l'on a déjà aujourd'hui, sans forcément créer un ministère, charge à nous d'être efficaces face aux nouvelles menaces. Franck Rivet voulait réagir, puis après Philippe Goldstein. Excusez-moi, parce que Franck attendait un petit peu. Sur l'évolution de la cybersécurité, il y a deux thèmes. Je vais vous donner deux thèmes sur lesquels je travaille en ce moment, sur les menaces externes et sur les menaces internes. Donc sur les menaces externes, c'est sur la création de pièges, en partant du principe que le hacker, à un moment, va rentrer dans le système et je cherche à ce qu'il passe par un endroit précis du système. Donc ça, c'est un des sujets qui m'intéresse particulièrement en ce moment. Et puis le deuxième thème sur les menaces internes, c'est qu'on travaille beaucoup sur la détection des comportements anormaux. Voilà. Donc toujours l'équilibre entre liberté et sécurité, mais détecter les comportements anormaux des administrateurs, par exemple, IT, c'est assez intéressant. Voilà. Et là, il faut vraiment jouer l'équilibre pour ne pas aller. Guy Goldstein, vous vouliez réagir? Une petite réaction sur le sujet liberté-sécurité. Il y a plusieurs questions évidemment autour de ça. Il y a une question autour de la liberté d'expression, évidemment. Moi, je suis citoyen français. Dans les règles de droit qu'on utilise ici en France, il y a les lois Pleven, il y a la loi Guesso. J'aimerais que dans l'espace de communication qui est utilisé à minima dans le monde français, il n'y ait pas les règles américaines, mais les règles françaises qui soient sous le coup des lois Pleven et des lois Guesso. Attendez, on va aller un tout petit peu plus loin parce que c'est aussi une manière de réinventer la sécurité. Hein. Ça veut dire quoi très concrètement? Il y a effectivement des textes, mais est-ce qu'il ne faut pas les adapter? Comment vous voyez les choses? Ça veut dire simplement qu'il y a des droits et des principes qui ont été posés par le législateur et que Internet est un espace de communication et d'information comme tous les autres espaces de communication et d'information, et que les lois et les principes qui ont été posés sur les autres espaces, que ce soit les livres, les publications, etc., doivent également s'appliquer sur Internet, et ça a déjà été le cas. Enfin, Internet se joue complètement des frontières nationales, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué, non? C'est là où il y a effectivement des éléments de friction avec des opérateurs de médias, pour ne pas dire autre chose, qui ne sont pas établis en droit français.
mais sur lesquels il faut arriver à faire respecter ce qui est à minima les choses les plus essentielles et qui correspondent aussi à nos valeurs. Mais c'est-à-dire qu'on s'arrête là. On n'ajoute pas une dose supplémentaire de réglementation selon vous? À minima qu'on applique les lois Pleven, les lois Guessot. J'ai bien compris. Gérard Berry, ça vous faisait un peu... Vous en pensez quoi, vous, de cette... faut-il mettre une couche réglementaire supplémentaire, c'est ça? Le droit évolue toujours en suivant les faits, hein. Le problème qu'il a en ce moment, c'est le même que dans le droit maritime. Le droit maritime, ça n'a jamais vraiment existé parce qu'il n'y a pas de frontières. Et le droit sur Internet, je pense que ce problème-là est absolument majeur, c'est-à-dire que les lois locales, à partir du moment où il n'y a pas de frontières dans le système, les lois locales, c'est pas très opérant. Et c'est une des grandes difficultés du domaine, ça c'est certain. Bon, pour revenir sur un autre sujet, quand on dit la sécurité est testable, alors ça, moi je pense que c'est pas vrai. C'est profondément pas vrai. Elle est testable jusqu'à un certain point, mais le problème de la sécurité, c'est qu'on ne peut rien supposer sur l'attaquant. Et quand on teste quelque chose, on suppose toujours quelque chose. Et comme on ne peut rien supposer, la notion de test elle-même n'est pas vraiment définissable. Donc il faut faire de son mieux pour tester la sécurité, mais on ne pourra jamais aller au bout. Je pense que les fabricants d'ordinateurs testent leur matériel de façon absolument fantastique. Et bien récemment, sur un très grand fabricant d'ordinateurs, on a trouvé que grâce à un nouveau port d'entrée-sortie, eh bien on peut casser la ROM de base définitivement et la remplacer par autre chose, la ROM de base qui fait démarrer l'ordinateur. C'est invisible, mais on ne pourra plus jamais remettre l'ordinateur à cause du cryptage. Bon, ça, je pense que ça a été testé autant que faire se peut par les gens les plus extraordinaires de la Terre, mais c'est juste comme ça. Et c'est aussi un fabricant chez qui on pense qu'il y a beaucoup moins de problèmes qu'ailleurs. Ça vous fait réagir, ça? Oui, donc je juste dire prenez la parole quand vous le souhaitez, bien entendu. Le sujet, c'était le test de sécurité des applications par rapport à ce que Guillaume a mentionné, qui est respecter les règles de codage. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, chez les développeurs, les règles de codage, donc les règles de sécurité quand on code un logiciel, sont dans la plupart du temps non respectées. Donc, avant d'aller chercher les attaques très sophistiquées, je vais vous dire, on a fait un test de sécurité sur une application qui a été compromise dans une grande banque il y a quelques semaines. On a trouvé 32 vulnérabilités critiques, des règles de base de codage. Donc, moi, je ne cherche pas le dernier pouillem, je dirais, c'est déjà... Mais soyons certains que quand on développe des applis, on respecte les règles de base. Voilà. Guy Finkelstein, on a parlé de la réglementation, mais selon vous, si je vous pose cette question globale, on va commencer tout doucement vers la conclusion de cette table ronde. Si je vous demande quelle solution pour améliorer la sécurité aujourd'hui, on ne va pas parler de réinvention, mais on va peut-être parler d'amélioration et d'évolution. Encore à nouveau, on l'a parlé d'ailleurs en introduction de cette table ronde, il y a des questions de prise de conscience qui sont extrêmement importantes et la manière de faire vivre ces prises de conscience. Et ça peut être fait par des tests, des simulations, des exercices de wargaming au plus haut niveau et puis aussi des moyens de mise en place de ce qu'on appelait la cyberhygiène pour l'ensemble des citoyens, puisque in fine, on voit bien qu'il s'agit de menaces où nous sommes tous d'une certaine façon sur le front. Et puis ça, c'est sur les aspects, on va dire, à minima de cybercriminalité. Et sur les aspects de cyberdéfense, il y a des questions doctrinales qui ne sont pas encore élucidées. Il y a des questions de comprendre aussi qu'est-ce que la cyberpuissance. Et on voit bien d'ailleurs avec l'épisode du hack de Sony que la capacité à être crédible dans la désignation d'un adversaire, de poser et d'établir cette vérité-là, est une capacité politique extrêmement forte et donc militaire d'une certaine façon. Donc il y a là une réflexion à avoir sur est-ce que je suis capable de faire une attribution crédible et qui va être comprise par l'ensemble de mes alliés, d'une part. Et puis il y a une question qui est peut-être encore plus complexe, à savoir précisément qu'est-ce qui se passe. Quand JP Morgan a eu un problème sur 83 millions de comptes bancaires, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'on essaie de faire là? Et là aussi, ce sont des questions qui sont importantes et qui sont reliées à des questions de stratégie, des questions de base. Thomas Schelling parlait des lignes rouges comme étant les éléments de grammaire dans le dialogue de la violence qui s'établit entre les États. Si on ne comprend pas ces éléments de grammaire, eh bien on est perdu. Et si on est perdu, soit on ne fait rien, ce qui a été d'ailleurs la stratégie américaine jusqu'à ce qui s'est passé avec la Corée du Nord, soit au contraire, on risque l'escalade. Et là, c'est un vrai danger. J'aime beaucoup ce terme de bonne hygiène cyber.
Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit... Je me souviens, il y a déjà quelques années, c'était à Eura Technologie, je m'étais amusé à demander au public, parmi vos mots de passe que vous utilisez, quelque chose de basique, combien de fois vous utilisez le prénom de votre enfant, la date de naissance, etc. Et je crois que j'avais eu plus de 60% des personnes qui avaient dit « Ouais, moi j'utilise le nom de mes enfants, date de naissance. » Donc j'ai l'impression que c'est ça aussi la bonne hygiène, entre guillemets, c'est-à-dire se prendre en main et puis surtout sensibiliser les gens à le faire. C'est vraiment là Jean-Michel Orozco. Oui, je crois que vous avez raison. Je pense que en fait, la réponse à la cybermenace, elle est double. Elle est technologique. Il faut des outils technologiques. Bien sûr. Et elle est également dans les comportements. Alors, dans les comportements, il y a deux choses. Il y a les utilisateurs, comme vous le disiez. Hein. Donc, il faut sensibiliser l'ensemble des gens, utiliser des passwords qui ne soient pas le prénom de leurs enfants. Oui. Ça existe encore énormément. Ça, c'est, je dirais, la prise de conscience, je dirais, du grand public, d'une certaine façon, des utilisateurs. Et puis, il y a également, je pense, la prise de conscience des gens, des décideurs. Et je pense qu'il y a, moi je passe un message à cette salle dans lequel on a beaucoup de responsables de sécurité, il est de mon point de vue extrêmement important d'adopter une démarche pédagogique vis-à-vis des décideurs des grandes entreprises. Parce qu'à la fin, vous ne décidez pas d'investir dans un problème que vous ne comprenez pas. Donc il faut passer du temps à expliquer avec des mots simples ce dont on parle aux décideurs des grandes entreprises. Et d'ailleurs, justement, pour les décideurs de grandes entreprises, lorsqu'on parle de défacement, c'est le tweet qui est là. Défacement, pas un simple graffiti, pas seulement, car les pirates partent avec les tableaux qui étaient au mur, donc vol de données au passage. Voilà. C'est pas oui, enfin, en ce qui concerne, quand il s'agit d'un défacement, je crois que Guillaume l'a bien expliqué, on ne part pas avec les tableaux. Mais par contre, effectivement, quand vous pénétrez une fois, si vous pénétrez sur le système d'information, là, effectivement, vous pouvez partir avec les tableaux. Voilà. Ouais. Sauf si vous accrochez vos tableaux sur le mur extérieur de votre maison. Bon, ça, je vous le dis. C'est quand même assez rare. C'est vous qui voyez. Ouais, voilà. Ce qui est quand même assez rare. On va poursuivre également ce tour de table. Franck Grévry, on a évoqué tout à l'heure la partie technologique, on l'a bien vu, vous nous avez parlé effectivement des tests des logiciels, de leur efficacité. Jean-Michel Orozco parlait de sensibilisation, parce que c'est souvent le big boss d'une boîte qui est sensible à ces questions-là et qui s'y met. C'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui, en plus du travail de veille qu'il faut faire pour trouver le type d'attaque qui se produisent et qui se produiront demain. Comment vous voyez, vous, effectivement, aller dans les 2-3 ans, là, comment les choses vont avancer? Le sujet des décideurs, je pense qu'ils sont sensibilisés. La question, c'est ce que disait Jean-Michel, c'est qu'ils passent à l'action. Alors, ils passent à l'action quand ils ont compris. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont sensibilisés qu'ils ont vraiment compris. Quand ils ont compris les conséquences que ça peut avoir, alors on peut espérer avoir un budget d'investissement. Donc, moi, je fais une grande différence entre sensibilisation et passage à l'action. C'est pas du tout la même chose, et on le voit tous avec les clients qu'on rencontre tous les jours. L'évolution des technologies, moi j'aime bien les travaux également sur la détection des signaux faibles. Donc on a beaucoup de travaux dans ce domaine. Détection des signaux faibles, c'est un sujet important. Et j'insiste sur la détection des comportements anormaux. La menace ne vient pas que de l'extérieur, elle peut aussi venir de l'interne. Et c'est important de travailler là-dessus. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place une organisation au-delà de la sensibilisation. On a évoqué le cas Target tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place en interne une organisation particulière pour que ça puisse fonctionner en cas de difficulté. Ça veut dire que dans une politique de sécurité, il faut expliquer ce qu'on attend des gens qui utilisent le système et d'un comportement dit normal. Voilà. À partir du moment où on a défini ce qu'est un comportement normal, on peut détecter un comportement anormal. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est un vrai sujet, puisque dans beaucoup d'entreprises, dans la politique de sécurité, qui doit être compréhensible par tout le monde, cette politique de sécurité, avec des mots simples, on doit définir ce qu'est un comportement normal, le comportement attendu par les utilisateurs. Ouais, ça rejoint un petit peu le tweet, et enfin l'esprit, je pense, du tweet qui est sous les yeux. Est-ce que c'est possible finalement, tant qu'on n'a pas réglé la question de l'anonymat? Parce que là, vous me parlez d'utilisateurs avec un comportement normal ou anormal. Est-ce que tout ça reste compatible tout en respectant finalement l'anonymat de l'utilisateur? Je ne sais pas, j'ai un peu de mal à voir quelle est la ligne à ne pas franchir à ce niveau-là. Puisqu'on parlait de liberté, bien entendu, tout à l'heure. Pour ces détections de comportements anormaux, travaillons d'abord sur les administrateurs IT.
Dans une grande entreprise, il y a 250 administrateurs IT. Donc on donne à ces administrateurs, répartis dans le monde entier, un certain nombre de privilèges sur un système d'information. Bon, ce n'est pas pour ça qu'on les laisse faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il est important de regarder ce qu'ils font par rapport au système. C'est vital. On donne les clés d'un système d'information. On va mettre de la crypto, on va mettre des tas de produits de sécurité, mais finalement on donne à 250 personnes des privilèges sur le système. Donc c'est important de travailler là-dessus. Ce n'est pas simplement mettre des produits les uns à côté des autres. Oui, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. L'anonymat, il y a des cas où c'est fondamental. Là, ce dont on parle, c'est la sécurité d'entreprise, d'administration, de groupe. Quand vous êtes au sein d'une entreprise, vos employés ne sont pas anonymes. Enfin, j'imagine. Pour se connecter, il y a déjà un mot de passe, on sait qui c'est. Voilà, au contraire, le fait de pousser une sécurité basée notamment sur une gestion de l'identité propre, des choses comme ça, c'est absolument pas contraire à aucun droit fondamental. Après, voilà, on peut sortir de l'entreprise après, mais c'est un autre sujet. Défendons déjà les bons périmètres. Hein. Gérard Berry, la question je voulais poser au début, faut-il réinventer, vous m'avez donné quelques pistes de réflexion. Moi j'aimerais qu'on soit un peu plus concret, comment on l'a été jusqu'à présent. On a bien vu entre la sensibilisation, entre l'organisation, avec la part technologique. Vous, quel est votre regard sur cette question-là ? De toute façon, la sécurité, ça a toujours été des facteurs humains mélangés à des facteurs techniques. C'est pas nouveau. La plupart des Feynman avaient cassé la moitié des coffres-forts du projet Manhattan. Et pour un grand nombre d'entre eux, ils avaient trouvé le code en regardant sous le tiroir du bureau. Donc ça, c'est effectivement indépendant de la qualité du coffre-fort. Ce que peut faire, par exemple, la science, dans mon cas, c'est faire que l'infrastructure soit solide. Il faut comprendre qu'en termes de sécurité, si l'infrastructure n'est pas solide, c'est terrifiant. C'est-à-dire si on fait un code cryptographique cassable, alors là, c'est le désastre. Donc, il faut absolument que l'informatique soit solide. Alors ça, c'est pas encore fait, pour être honnête. Les protocoles qu'il y a sur les réseaux à l'heure actuelle, certains sont très solides et d'autres ne le sont pas. Si vous prenez les réseaux qu'il y a, par exemple, dans les objets cyberphysiques, les réseaux qu'il y a dans les voitures à l'heure actuelle, les protocoles, ça m'étonnerait qu'ils soient. Et attaquer une voiture, c'est pas si compliqué que ça, faut pas croire. Il y a une université américaine, heureusement c'est une université qui a montré qu'on pouvait prendre le pouvoir sur les freins et les désarmer, par exemple, facilement. Donc, il est très important que l'infrastructure soit très solide, et ça veut dire que l'infrastructure ne peut pas être laissée aux ingénieurs standards. Il est aussi très important de diminuer le nombre d'administrateurs. C'est-à-dire, il n'est absolument pas logique qu'il y ait autant de gens qui aient autant de pouvoir. Et par exemple, beaucoup de la crypto la crypto à clé publique fait qu'il n'y a pas besoin d'administrateurs de clés. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de recherches à faire pour comprendre comment améliorer la technique, ce qui ne résoudra pas tout. Mais on est encore loin d'avoir une technique informatique à grande échelle qui soit très sûre, sauf dans certains compartiments peut-être. Et alors, avec les objets, ça va être très sérieux parce que ça coûte cher. Les calculs de sécurité, ça coûte cher et dans les choses qui dépensent très peu d'énergie, ça va être compliqué à faire. Justement, en parlant des objets, on a parlé tout à l'heure, on parle de 50 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai pris tellement de chiffres pour préparer ces différents rendez-vous. Comment on va pouvoir faire ça ? Est-ce qu'on va pouvoir sécuriser 50 milliards d'objets qui vont parler entre eux ? Là, le facteur humain va être fondamental, déterminant. Vous évoquiez tout à l'heure les questions de santé même. Il ne faut pas forcément tous les sécuriser, mais par exemple, on parle à l'heure actuelle de mettre la santé sur le téléphone portable. Bon, si vous voulez de la sécurité, c'est sûrement pas le téléphone portable à l'heure actuelle qui va vous donner le niveau de sécurité dont vous avez peut-être envie. Donc, il y a quand même du boulot. Ouais. Tiens, il y a un tweet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ça doit parler à certains, je suis peut-être un DSI. Alors, que faut-il faire pour que les décideurs comprennent ce qu'est la sécurité de l'information ? Si je peux me permettre de réagir là-dessus, je pense que déjà, il faut aller les voir. Il faut qu'ils comprennent aussi. Oui, mais ils ne sont pas idiots. Il faut aller les voir, il faut leur expliquer, je dirais avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à faire des démonstrations. Sur le plan technique, on est capable, la plupart des industriels fournisseurs de solutions de ce type-là sont capables de faire des démonstrations pour, je dirais, des démonstrations qui ressemblent un peu à une radio. Quand vous allez chez le médecin, vous passez une radio, puis vous vous rendez compte de ce que vous avez. Ou un scanner, on va dire, pour être un peu plus précis encore. Voilà, donc c'est ce type de choses-là, ça aide aussi à la prise de conscience, parce que quand vous allez voir un décideur et puis qu'il se rend compte finalement que sa boîte mail est dans la nature, en général, il commence à prendre conscience de la nature du problème.
si on ne peut pas faire une démonstration, il y a des mots forts, il y a, il y a quand même des boîtes qui peuvent tomber si elles se font attaquer violemment quand même, faut le dire aussi. Oui, bien sûr. Enfin, je crois qu'il y en a même qui sont déjà tombés. Qui sont tombés, mais bon, voilà, je crois qu'il y a des exemples de sociétés qui ont, je dirais, périclité du fait d'un espionnage économique persistant. Je ne vais pas en citer, mais enfin, on en connaît des exemples, oui. Mais je crois qu'il faut justement emmener tous ces cas-là à l'oreille des décideurs, et de façon à ce que ces gens-là réalisent qu'il y a matière à faire quelque chose dans l'entreprise ou dans leur organisation d'une façon générale. Mais le seul hic, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il faut investir. Oui, il n'y a rien de gratuit. En période de crise, on se dit, tant que ça marche, on ne pose pas trop la question aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes espionné, vous ne sentez pas la douleur tout de suite. Oui. Vous ne sentez pas la douleur tout de suite. La douleur, vous allez la voir dans 2, 3, 4 ans. Enfin, ça dépend un peu de votre business model. Si vous êtes un vendeur sur Internet, la douleur, vous allez la voir immédiatement. Mais si vous êtes une grosse entreprise qui a des projets de R&D, des produits à très long terme, la douleur, vous n'allez pas la sentir tout de suite. Mais vous la sentirez dans quelques années. Alors évidemment, quand on a tous une vision, malheureusement, dans le monde dans lequel on évolue, on a parfois une vision un peu court-termiste. Il faut combattre un peu cette vision court-termiste. Il s'agit, je crois qu'il faut être bien conscient, il s'agit du patrimoine industriel et d'une façon générale du patrimoine étatique. C'est bien de ça dont on parle. Parce que pour revenir sur la terminologie de guerre, on n'est pas dans une guerre au sens traditionnel du terme, mais je pense qu'on est dans une guerre économique, ça c'est sûr. Ça c'est clair, c'est incontestable, mais je me mets dans la position de quelqu'un qui va voir son décideur et dire j'ai besoin d'argent pour faire ça, puis on va lui expliquer que la techno va très très vite, le décideur va dire est-ce que j'investis pas. Enfin c'est compliqué quand même encore pour la plupart des gens. Guy-Philippe Goldstein, vous voulez réagir? Juste un petit point complémentaire là-dessus, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qui fait réagir un décideur? C'est toutes les choses qui viennent d'être évoquées. Si en plus on est capable de faire une estimation du coût que ça pourrait faire avec une certaine probabilité, une analyse de risque plus ou moins détaillée, et qu'on met donc en rapport avec les investissements nécessaires, le coût attendu possible d'une attaque, là, ça peut faire plus réagir. Guillaume Poupard. Oui, un témoignage sur ces décideurs qu'on présente souvent comme des irresponsables. Je rencontre pas mal de PDG de grands groupes. Sincèrement, on ne parle pas est-ce qu'il y a une menace. C'est pas ça la question qu'ils posent aujourd'hui. C'est comment est-ce que je peux faire pour me défendre efficacement. La question du doute, de la mise en doute de la menace, c'est une question qui a quelques années. Aujourd'hui, de toute manière, il faut vivre dans une grotte pour sur Internet pour pas voir qu'il y a une menace très grave. Et ces décideurs, ils l'ont très bien compris. On est d'accord. On va saluer monsieur le ministre de l'Intérieur qui vient de nous rejoindre. On va lui donner la parole, le temps de conclure. Et j'ai peut-être même le temps de revenir sur cette question. Est-ce que les intervenants peuvent expliquer pourquoi un téléphone portable serait moins sécurisé qu'un PC domestique? Parce que ça n'apparaît beaucoup plus récent, sur lequel les choses ont été de lancer très très rapidement les applications, parce que les applications, vous avez des applications qui vous piquent vos données personnelles, maintenant ils vous le montrent, avant ils ne vous le montraient pas, alors qu'elles n'ont rien à voir avec ça, c'est juste pour la pub et tout ça, et parce que les gens sont extraordinairement tolérants. Donc il y a le facteur de ça. Le premier, ça a été fait très vite, donc sur les PC, il y a longtemps qu'on s'occupe de ce problème. C'est pas les mêmes OS, faut pas oublier. Et puis le deuxième, c'est que les applications prennent des droits invraisemblables, et le troisième, c'est que les gens sont d'accord pour les accepter. Un mot de la fin, si on doit garder une idée forte, qu'est-ce que vous diriez? Et après, nous allons laisser la parole à monsieur le ministre de l'Intérieur. Rapidement, en quelques secondes. Passer à l'action, encore plus vite. Et puis une petite note positive, je pense que ça a été dit par Jean-Michel, on a énormément progressé ces dernières années. Quand on a commencé à travailler il y a plus de 10 ans sur les sujets de cybersécurité, on était vraiment à grande zéro, on a fait énormément de progrès. Il faut savoir que dans 60% des appels d'offres, il y a déjà des exigences de sécurité. Avant, c'était dans 5 ou 10%. Donc on est au début de l'histoire, mais ça progresse. Mais ça progresse. Rapidement, Guy-Philippe Goldstein. Alors je remets la casquette de l'écrivain, je dirais un mot, accélération. Une accélération assez fulgurante, avec une question qui est ouverte. Un porte-avions, c'est une durée de vie de 40 ans. Dans 40 ans, on ne sait pas exactement dans quel environnement logiciel nous serons. Et ça ouvre énormément de questions. Guillaume Poupard. Oui, je veux dire pareil, en changeant les chiffres. Retournons-nous 10 ans en arrière. Ça rend extrêmement modeste, mais en même temps, moi je suis très optimiste sur l'élan, la dynamique qui est actuellement en cours.
avec des acteurs qui travaillent différemment de ce que l'on fait d'habitude, avec des acteurs privés, avec des acteurs étatiques, avec des partenaires étrangers. Tout ça me rend moi plutôt optimiste dans un contexte où malheureusement la menace est très forte. Bon, Gérard Albéry, sera le mot de la fin. Oui, c'est très simple. Les gens n'aiment pas investir dans la prévention. Arrêter de fumer, ça n'a jamais très bien marché. Quand les gens sont mordus, ça va beaucoup plus vite. Et comme ils vont tous se faire mordre, ça va fonctionner. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci, je vais vous demander de regagner votre place.